Hommage à l'un des nôtres qui nous a récemment quittés. Notre collègue Michel Melin qui nous a quittés le 6 février dernier. Michel était une grande figure de notre Assemblée et plus largement une grande figure de notre commune. Un homme qui en imposait par son parcours professionnel. Michel était un éducateur hors pair, un enseignant farouchement attaché à l'école publique et à l'égalité des chances pour tous les enfants. Comme en témoigne son engagement en faveur de l'enseignement spécialisé, en faveur des enfants en situation de handicap, vous le savez bien, Michel fut pendant de nombreuses années directeur pédagogique de l'IME Jean Mermoz. Nous nous souvenons toutes et tous du plaisir qu'il prenait à y revenir, l'attention qu'il portait aux enfants, à l'occasion des arbres de Noël ou des fêtes de fin d'année scolaire. Nous nous souvenons du plaisir qu'il éprouvait à représenter la municipalité au conseil d'école où il siégeait, faisant preuve de son sens naturel de l'écoute, du dialogue, plaçant toujours l'intérêt de l'enfant avant tout. Éducateur, Michel le fut également pendant de nombreuses années au sein de l'Étoile sportive de Bully-les-Mines, notre club de football, dont il fut également un dirigeant particulièrement engagé. Passionné de football et de sport qu'il était, combien de fois avons-nous refait les matchs du Racing Club de Lens ou de l'équipe de France à la fin de nos réunions de commission des finances. Engagé syndicalement et politiquement, Michel avait rejoint notre assemblée en mars 2014. Il m'avait fait le plaisir de poursuivre l'aventure municipale à mes côtés lors des dernières élections municipales. Michel était un homme d'une grande humilité, discret, mais toujours présent et ardent défenseur de ses valeurs, non pas par le discours, mais par la preuve. Michel en imposait, par sa prestance naturelle qui le caractérisait. Michel nous a quittés beaucoup trop tôt, à l'âge de 71 ans, alors qu'il avait tant encore à faire à nos côtés et à nous apporter. Tant à faire, bien sûr, aux côtés des siens, de sa famille et de ses proches. J'ai bien sûr une pensée toute particulière pour Chantal, ses enfants, ses beaux-enfants, et ses petites filles qu'il aimait tant. Je tenais ce soir, en ouverture de séance, à ce que nous lui rendions hommage, que nous lui exprimions toute notre reconnaissance et le plaisir que nous avons eu à le côtoyer et à travailler à ses côtés. Je le dis souvent, la fonction de maire me donne le privilège de faire de belles rencontres, des hommes et des femmes engagés, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes qui marquent nos parcours et les embellissent. Michel en faisait incontestablement partie, mais que c'est triste quand il et elle nous quittent. Mes chers collègues, je voudrais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire de Michel. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues. Toujours moment difficile que de démarrer des séances par un hommage et d'être confronté à la perte de l'un des nôtres, comme je viens de le dire. Cette séance, vous l'avez vu au travers de l'ordre du jour, de la convocation qui vous a été transmise, sera en grande partie consacrée à la première partie de cette séquence budgétaire qui va nous occuper pendant les prochaines semaines, en l'occurrence le débat d'orientation budgétaire. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans un instant, de façon d'ailleurs très synthétique, puisqu'un document très complet vous a été transmis. Nous tiendrons cette séance, et bien sûr, si tant est que nous dépassions le délai et la durée d'une heure de séance, comme je vous l'avais indiqué la fois précédente, j'interromprai notre séance pour que nous puissions aérer cette salle
puisque nous ne sommes pas en mesure de respecter les distances entre les élus. Mes chers collègues, maintenant je vais demander, ayant fait l'ouverture de séance, je vais demander à notre directrice générale des services de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Chepalowski. Excusez, procuration. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Louba. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Présente. Monsieur Pascal Foucault. Excusez, procuration. Madame Dominique Delanclos. Présent. Monsieur Ali Benfrage. Présent. Madame Maryse Baccioni. Excusez, procuration. Monsieur Gérard Hérupré. Présent. Madame Géraldine Royol. Présente. Monsieur Ludovic Dubo. Présent. Madame Janine Pouchin. Présent. Monsieur Pascal de France. Présent. Madame Catherine Dambrine. Présent. Monsieur Stéphane Sicora. Présent. Madame Delphine Lemaître. Présente. Monsieur Franck Cousin. Présent. Madame Sandrine Vodarzik. Excusez, procuration. Madame Josiane Wattret. Présent. Monsieur Corentin Pévanski. Présent. Madame Rosine Natier. Excusez, procuration. Monsieur Michel Bacciato. Excusez, procuration. Madame Florence Chomorcel. Présent. Monsieur Rudy Raguenet. Présent. Madame Claudine Moutoir. Présent. Monsieur Florent Leriche. Excusez, procuration. Madame Caroline Mélanie. Présent. Monsieur Michel Duez. Excusez, procuration. Madame Désis Calix. Présent. Monsieur Frédéric Lombard. Excusez, procuration. Très bien, en dépit de l'absence de certains de nos collègues, les conditions de quorum sont largement remplies. Nous allons donc ce soir. Nous allons bien évidemment désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Florence Chomorcel. Accepte-t-elle cette mission? Elle est le choix. Pas toujours facile, hein. Un débat d'orientation budgétaire. Merci Florence de te prêter à cet exercice. Je vous demande également, mes chers collègues, formellement l'autorisation d'ajouter un point à l'ordre du jour de notre séance. En l'occurrence, une délibération relative au dispositif panier. Alors c'est un acronyme, vous l'avez certainement vu dans le projet de délibération. Il n'y a pas de grand enjeu effectivement sur cette délibération. C'est un dispositif porté par notre communauté d'agglomération et auquel nous vous proposons d'adhérer. Notre collègue Nathalie Blanquet aura tout loisir de vous présenter cette délibération si vous l'acceptez. Est-ce que c'est d'accord? Les responsables de groupe, les collègues? Oui, c'est bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. On évoquera donc en clôture de notre séance. Voilà, je vous remercie d'avoir autorisé l'ajout de ce point. Nous allons donc pouvoir, mes chers collègues, passer au premier point de l'ordre du jour, en l'occurrence l'approbation du PV de notre séance du 31 janvier dernier. Est-ce que celui-ci appelle des commentaires de votre part? Je me tourne vers les responsables de groupe. Non? C'est bon pour vous? Oui. Très bien, je vous remercie. Nous avons ensuite à rapporter, en ce qui me concerne, devant le conseil municipal, des décisions qui ont été prises en vertu de la délégation que vous m'avez accordée. En l'occurrence, 2 points. Le premier concerne les tarifs des droits de place pour les fêtes foraines. D'ailleurs, vous l'avez certainement constaté, la fête foraine d'hiver a un succès particulier. C'est-à-dire qu'elle est plutôt de qualité cette fois-ci. Je voudrais surtout remercier nos collègues élus et les techniciens qui ont préparé cette foire au manège, parce que vous le savez, dans le cadre de la reprise en régie de l'organisation des fêtes foraines, mais aussi des marchés forains, des marchés de plein vent, c'était quand même un défi pour nous, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses se passent plutôt bien. Il y a encore des points certainement à améliorer, mais pour autant, c'est un grand succès. Et en tout état de cause, les forains qui avaient été consultés par nos collègues Jérémy Robillard et Pascal Foucault avaient également émis un avis favorable concernant ces tarifs. Le deuxième tarif concerne les petits travaux à domicile, puisque la campagne va bientôt redémarrer dans quelques semaines.
Et ces tarifs sont fixés notamment en fonction de l'évolution de l'ASPA, ce qu'on appelait auparavant le minimum vieillesse, et ce qui a donc donné lieu à une légère augmentation des tarifs. On reste quand même sur des tarifs particulièrement abordables, et je dirais à vocation sociale, hein, c'est tout l'intérêt de ce service, qui est fortement apprécié par nos seniors, notamment les seniors qui sont seuls, puisque nous touchons à peu près 200 à 250 bénéficiaires chaque année. Voilà donc pour ces deux tarifs que je me devais de rapporter devant le Conseil. On passe au chapitre numéro 3, mes chers collègues, en commençant par le volet finances et moyens généraux. J'arrive tout de suite au gros morceau, si je puis dire, de la séance de ce soir. En l'occurrence, le rapport d'orientation budgétaire. Je remercie bien sûr notre directrice générale des services et le pôle financier qui ont préparé ce document, ce rapport d'orientation budgétaire que vous avez eu tout loisir de parcourir et d'étudier. Il est très complet, il est très intéressant, et je vais donc me contenter ce soir d'en faire une présentation synthétique, puisque vous avez eu tout loisir, je disais, de l'étudier, et peut-être plus m'attarder sur, je dirais, les grandes orientations de l'exercice 2022. Permettez-moi de vous rappeler en propos introductif que ce débat d'orientation budgétaire est une obligation légale dans les 2 mois qui précèdent le vote de notre budget primitif. Celui-ci interviendra à l'occasion de notre séance du mois d'avril. Hein. On le votera en limite du délai autorisé par l'État. Donc nous prenons encore le temps de travailler notre budget primitif. Nous aurons donc tenu notre débat d'orientation budgétaire. Et vous le savez, ce débat d'orientation budgétaire a pour objet de préciser, ou du moins d'évoquer les premiers engagements, les engagements envisagés sur le budget primitif, et également de faire un point devant le conseil municipal sur la structure financière de notre collectivité, faire un point également sur ses effectifs et faire un point aussi sur l'état d'endettement de notre collectivité. Donc, là encore, tous ces éléments sont repris dans le document très complet qui vous a été transmis. Et puis forcément, cet exercice de préparation budgétaire s'inscrit dans un contexte, et un contexte ô combien incertain. Nous restons dans une période de crise sanitaire, même si nous avons bon espoir, et au regard de l'actualité de ce jour, d'en sortir progressivement, et nous l'espérons tous, d'en sortir définitivement, mais il s'inscrit aussi et surtout dans un contexte international particulièrement tendu, dont nous savons, les propos du président de la République le confirmaient encore hier soir, ce contexte aura incontestablement des répercussions économiques à l'échelle macro, mais cela nous impactera aussi, nous le savons bien, à l'échelle de notre commune et à l'échelle de notre collectivité. Ce qui m'inquiète comme vous ce soir, ce qui nous inquiète tous en tant que particuliers, mais nous, en tant qu'élus de Bully-les-Mines, c'est bien sûr l'impact en matière d'augmentation du coût de l'énergie, d'augmentation du coût des matières premières, y compris de tout ce qui concerne l'alimentation, les cours du blé notamment. Eh bien, vous le savez, tout cela va impacter notre budget de fonctionnement, nos dépenses de fonctionnement, et nous sommes donc particulièrement inquiets de la façon dont nous allons construire ce budget 2022. Donc autant vous dire que le principe qui va, conduire l'élaboration de ce budget 2022 sera le principe de prudence, parce que nous ne savons pas comment nous allons passer effectivement cette année, et j'ai malheureusement envie de dire les années qui suivent. Je reviendrai d'ailleurs en fin de séance sur le contexte international. Alors je suis désolé, j'ai ma zapette qui est en rade, et Virginie va passer les stades, merci. J'évoquais un instant le contexte international. Alors, paradoxalement, nous étions plus ces derniers mois sur une perspective de reprise de la croissance économique, alors, un peu moindre que ce que des prévisions, notamment du FMI, nous laissaient entrevoir, mais pour autant, nous sommes sur une dynamique de croissance relativement importante, de l'ordre de 3,5 à 4%, mais tout cela ne tenait pas compte du conflit, de la guerre qui s'est déclarée depuis une semaine en Ukraine. Pour autant, au-delà de cette dynamique économique, il y a aussi une véritable dynamique en matière d'emploi. Vous l'avez vu à travers les statistiques officielles qui ont été publiées récemment par la presse. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas connu un taux aussi bas
de demande d'emploi sur notre territoire, et même d'ailleurs au niveau national, mais avec une dynamique particulièrement soutenue sur notre territoire. Un dernier indicateur, il vaut ce qu'il vaut, mais il témoigne aussi de l'amélioration de la situation sociale de notre territoire, c'est la baisse importante du nombre de bénéficiaires du RSA, et notamment sur notre commune. En un an de temps, on a pratiquement baissé de 100 le nombre de bénéficiaires du RSA sur notre commune. Donc de 600, globalement, on est passé à 500. Donc ce qui témoigne là aussi, et c'est d'ailleurs une dynamique qu'on constate au niveau du département, eh bien c'est quand même plutôt encourageant. Alors évidemment, il faut toujours être très très prudent sur l'analyse d'indicateurs comme cela, mais c'est quand même plutôt une dynamique qui reste à souligner. Mais va-t-elle se confirmer ou pas dans les mois qui viennent? C'est toute notre interrogation. Malheureusement, cette reprise économique se fait dans un contexte d'inflation. Je citais tout à l'heure, dans mes propos introductifs, l'augmentation forte du coût de l'énergie, de l'augmentation du coût des matières premières. On en parle souvent avec notre collègue Rudy Radonnet, qui le constate dans le domaine du BTP, et ça nous inquiète aussi au regard de l'impact sur nos propres chantiers de nos services techniques. Bref, le corollaire, malheureusement, c'est effectivement ce contexte inflationniste qui va toutes et tous nous impacter. Concernant les orientations de la loi de finances 2022, il n'y a pas de grand mouvement, il n'y a pas de grand bouleversement. C'est la poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui concerne davantage de foyers, et souvenez-vous-en, ces mécanismes de transfert de fiscalité, notamment entre les départements et les communes, c'est quelque chose que nous avions déjà constaté l'année dernière. Vous le savez, nous sommes fortement tributaires des dotations de l'État. Malheureusement, celles-ci, en volume, restent globalement constantes, et notamment la dotation forfaitaire, la DGF, reste, vous le voyez, à un niveau pratiquement équivalent dans le cadre de la loi de finances 2022. Fort heureusement, les dotations de compensation viennent atténuer cette stagnation des dotations d'État. On le voit sur la slide suivante, avec fort heureusement une progression des dotations de péréquation, et notamment de l'enveloppe consacrée à la DSU et la DSR. Donc là encore, notre espoir, c'est que cette stagnation de la DGF soit compensée par une augmentation de la DSU. On va passer la slide suivante. Moi, je suis désolé, je synthétise un peu. Je l'ai déjà évoqué, donc suppression progressive de la taxe d'habitation, vous le savez, mais pour autant, la difficulté pour nous, c'est que le taux de taxe d'habitation, lui, a été figé, et nous n'avons donc plus ce levier. C'est d'ailleurs ce qui nous avait fait réagir les collectivités auprès de l'État. Pour autant, on va pas nier l'impact positif pour nos concitoyens qui aujourd'hui ne payent plus de taxe d'habitation. C'est quand même un peu de pouvoir d'achat qui était revenu vers le concitoyen. Concernant le contexte financier local, cette fois on fait un focus sur l'exercice 2021 avec une présentation du compte administratif provisoire. Alors tout cela bien sûr sera revu à l'occasion du vote du compte administratif au mois de juin prochain, mais nous sommes aujourd'hui sur, ça ne va pas beaucoup bouger, vous savez bien, on est aujourd'hui sur un excédent de l'ordre d'un peu plus de 4 millions. Alors bien sûr, il y a ensuite encore à affiner et à couvrir le besoin de financement, et ce qui fait donc que nous sommes sur une perspective d'excédent net de l'ordre de 3,4 millions d'euros, donc ce qui est plutôt pas mal, mais on y reviendra là encore dans un instant. Vous verrez que notre épargne, pour autant, a légèrement diminué. Au niveau de l'évolution de nos dépenses et de nos recettes de fonctionnement, nous sommes sortis de l'effet ciseau que nous connaissions depuis ces dernières années, mais vous voyez, l'écart tend quand même à se réduire entre effectivement le niveau des dépenses et des recettes. Donc ça veut dire qu'il faut rester effectivement particulièrement vigilant, surtout dans ce contexte que j'évoquais précédemment. Concernant les produits et les services, vous le savez bien, ce n'est pas la principale recette de fonctionnement de notre collectivité, mais pour autant, ils sont importants. D'une année à l'autre, on vous le dit chaque année, mais c'est vrai que vous voyez, il y a toujours ces mouvements de fluctuation. On constate, et on l'a d'ailleurs déjà évoqué avec vous, notamment dans le cadre des commissions, une augmentation du produit des services de restauration, ce qui génère aussi forcément des coûts supplémentaires, des dépenses supplémentaires pour ce service, mais incontestablement,
il y a une augmentation des effectifs, et ce qui d'ailleurs nous oblige à revoir notre service, l'organisation de notre service de restauration. On aura là encore l'occasion d'y revenir, notamment dans le cadre du BP prochain. Notre collègue Géraldine Noyol aura l'occasion de revenir sur le sujet. Je passe rapidement sur la fiscalité, sur le contexte financier, on l'a déjà vu. On vous rappelle effectivement que le taux de TH, eh bien, forcément, n'évolue plus, on l'a déjà évoqué. Concernant les bases d'imposition, vous avez encore, là encore, l'évolution. Forcément, ça ne veut plus dire grand-chose au niveau de la taxe d'habitation, vous l'avez bien compris. Pour autant, eh bien, vous voyez, au niveau du foncier bâti, on reste globalement sur une stabilité, puisqu'on avait bien une progression en 2021 de l'ordre de 0,27%. Donc autant dire que ça reste stable. On aimerait bien sûr que ça progresse davantage. Ce qui est intéressant, c'est également de traduire ces bases d'imposition en euros par habitant. Et vous le voyez, et là encore on vous le dit régulièrement, mais c'est une faiblesse structurelle de nos communes. Je dis nos communes parce que ça vaut pour l'ensemble des communes du bassin minier. Vous le voyez, nous sommes effectivement sur des bases d'imposition nettement inférieures aux moyennes départementales. C'est encore plus vrai au niveau de la moyenne régionale et bien sûr au niveau de la moyenne nationale. Et ce qui fait donc en produit d'imposition, là encore en euros par habitant, vous le voyez, on est nettement inférieur aux moyennes départementales régionales et là encore nationales. Donc ce qui veut dire qu'on a clairement un manque à gagner du fait de cette faiblesse structurelle de nos bases fiscales. Et nous avions fait le calcul il y a quelques années, et croyez-moi, il est certainement encore vrai aujourd'hui, les dotations de compensation que nous percevons, les dotations plus exactement de péréquation que nous percevons, ne compensent pas malheureusement ce manque à gagner structurel, cette pauvreté fiscale qui est la nôtre par rapport à d'autres communes. Nous avons une projection du produit fiscal 2022, mais là encore tout cela sera affiné avec les bases qui seront transmises par, plus exactement, les produits qui seront transmis par les services de l'État. Nous sommes donc vous voyez, sur une perspective de l'ordre de 5 millions à un peu plus de 5 400 000 euros de prévision de recettes fiscales pour 2022. Bien sûr, l'ATH, vous avez bien compris le dispositif, nous reviendra aussi sous forme de dotation de compensation par l'État. L'autre sujet qui va impacter également notre budget 2022, c'est le nouveau pacte fiscal et financier qui a été négocié entre la communauté d'agglomération et ces 36 communes, avec la volonté politique qui était la nôtre, globalement, de ne léser personne, du moins à l'instant T, lors de l'année 2022, où ce pacte fiscal et financier a été négocié. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre des dotations et des jeux d'équilibre entre dotations, nous ne serons pas perdants. Par contre, là où nous serons malheureusement moins bien traités qu'auparavant, c'est concernant la fiscalité des zones d'activité économique, où là vous le voyez, une bonne partie du foncier sur les propriétés bâties reviendra à la communauté d'agglomération. Certes, c'est sa vocation, et vous le voyez, nous percevrons moins que ce que nous espérions sur les produits, sur ces recettes nouvelles de fiscalité. Alors je suis désolé, c'est pas que ça part un peu dans tous les sens, mais on évoque beaucoup de sujets au cours de ce débat d'orientation budgétaire. On revient ensuite, c'est pas du extinso, Florence. Vous êtes On va voir le document qu'on va présenter. Quelques éléments concernant donc les dotations, subventions et participations. Là, vous le savez, c'est quand même un élément important de nos recettes de fonctionnement. Donc vous le voyez, sur 2021, nous avons un peu moins perçu que sur l'exercice 2020. Donc vous voyez, quand je dis chaque année, les dotations de l'État baissent, vous en avez malheureusement la confirmation sur cette slide. D'ailleurs, vous le voyez, là encore, c'est le mécanisme que j'évoquais il y a un instant, entre cette diminution de la dotation forfaitaire, la DGF, et l'augmentation de la DSU, qui essaye de compenser ces mécanismes de diminution et de rééquilibrage. Fort heureusement, et là encore je reviens sur ce que je disais à l'instant sur notre pauvreté fiscale,
Alors, fort heureusement, nous avons des dotations dont le moyen par habitant est supérieur aux strates du département, de la région et du pays, mais là encore, comme je vous le disais, cet excédent, enfin du moins cet effort supplémentaire que nous percevons de l'État, malheureusement, eh bien, ne compense pas notre faiblesse, notre pauvreté structurelle sur le plan fiscal. Au niveau de notre épargne, vous le voyez, légère baisse effectivement de notre épargne par rapport à l'exercice précédent. Il ne faut pas oublier non plus, je l'évoquais là encore dans mon propos introductif, que nous venons de vivre 2 années quand même particulièrement difficiles sur le plan sanitaire, qui ont occasionné, je l'ai souvent évoqué, des dépenses supplémentaires, notamment des dépenses de personnel, puisqu'il nous a fallu, vous le savez bien, renforcer nos effectifs d'accompagnement, notamment dans les écoles, et faire appel à beaucoup plus de vacataires que sur un exercice habituel. Alors justement, un petit focus sur le personnel. Vous avez beaucoup plus d'éléments dans le document qui vous a été transmis, avec cette répartition évidemment entre les différentes filières, mais sur les filières techniques, vous retrouvez notamment tous nos personnels qui accompagnent les enfants dans les écoles, ce qui fait que ça gonfle, de façon peut-être un peu d'ailleurs artificielle, mais cette filière-là n'existe pas, et bien gonfle cette filière technique. Concernant les dépenses de personnel, les évolutions pour 2022, il y a des augmentations légales, notamment du SMIC, faibles, mais elles vont quand même impacter notre budget 2022. Nous avons aussi une augmentation du taux accident de travail de 1,65 à 2,65, l'augmentation de notre cotisation auprès du CNFPT. Alors 0,05, ça ne paraît pas grand-chose, mais sur le volume effectivement des dépenses de personnel, tout cela quand même impactera notre budget 2022. Et puis de façon quasi mécanique, vous avez aussi l'évolution du personnel, au regard notamment de l'ancienneté, de l'acquisition d'échelons et de grades, et bien tout cela va aussi se traduire par une augmentation mécanique de nos dépenses. J'ajouterai pour terminer, dans le cadre de ce focus, l'augmentation là encore de nos cotisations concernant l'assurance statutaire. Vous voyez, 25 000 €. Là encore, ça fait quand même mal pour une collectivité comme la nôtre. Focus sur la dette, là encore c'est toujours intéressant. Vous le voyez, l'encours par habitant est à peu près à 500 €, c'est-à-dire que nous sommes largement en deçà de la moyenne nationale. Vous le voyez, on est un peu plus élevé que l'année précédente, mais moins qu'en 2018. On est globalement toujours à peu près sur le même niveau si on lisse sur les dernières années. À ce jour, l'encours de la dette s'élève à un peu plus de 6 millions. Je vous rappelle que sur l'exercice 2021, nous avions contracté un emprunt de 800 000 € auprès du Crédit Agricole. Et vous le voyez, donc nous avons une capacité de désendettement de l'ordre de 4,5 années. On est, croyez-moi, largement en deçà de la plupart des collectivités, et notamment quelques grandes collectivités. Ce qui est intéressant également, c'est que les emprunts que nous avons en cours sont particulièrement solides. Je veux dire par là qu'il n'y aura pas de défection de la part de nos organismes prêteurs. Donc on a vraiment une structure, notamment, vous vous souvenez, des taux variables. Donc on a là-dessus aucune inquiétude. Alors on passe à la rubrique suivante. Les résultats, j'en ai déjà parlé. On va passer rapidement et on va peut-être plus rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse certainement un peu plus, mes chers collègues. Et c'est quand même intéressant de voir comment la section de fonctionnement va déjà être impactée par des dépenses conjoncturelles, par des phénomènes conjoncturels ou des phénomènes un peu plus structurels, comme on vient de le voir sur les dépenses de personnel. On va cette fois faire un peu plus de focus sur la partie investissement. Donc, en partie investissement, nous avons lancé la semaine dernière notre comité de pilotage stratégique concernant le programme de construction de la nouvelle piscine. Donc, la démarche est engagée. Ça y est, j'ai envie de dire, nous rentrons dans une phase un peu plus opérationnelle. Et comme nous vous l'avions annoncé avec notre collègue Caroline Nuba, rassurez-vous, vous serez largement associé à la définition de ce programme, avec l'objectif d'avoir défini ce programme pour la fin d'année qui est en cours. L'objectif également sur 2022 est de lancer l'AMO requalification de la friche Valentin. Vous savez, c'est tout l'enjeu effectivement pour nous de réappropriation, mais en voyant aussi, l'impact financier,
parce que là encore, c'est quand même un autre grand projet. Si on sort la piscine, il faudra voir dans quelle mesure on est en capacité de sortir un autre grand projet. Nous aurons également des travaux de voirie. Nous allons engager la rénovation, la réfection totale du parking de la rue Charlemagne. On est aux abords de la Maison de la Solidarité et aux abords de l'école François Brame. Nous poursuivrons le déploiement de la vidéosurveillance. On aura l'occasion d'y revenir sur le prochain conseil municipal. Jérémy Robillard vous présentera cette phase numéro 3. Et puis nous avons bien sûr la poursuite du programme de rénovation du CFJ, qui est déjà bien engagé. Et dès qu'on le pourra, parce que ça reste quand même un chantier, dès qu'on le pourra, on vous fera visiter ce chantier. Nous aurons l'été prochain le remplacement de la verrière du complexe Mauroy. Vous le savez, on a malheureusement quelques difficultés sur cette verrière, et notamment des fuites importantes en cas de pluie. Et puis, nous aurons également un programme de remplacement des sièges et d'une partie du matériel de l'espace François Mitterrand pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions. Poursuite du plan de rénovation du patrimoine communal, notamment au travers de notre programme pluriannuel de réfection des toitures. Et vous le savez, la quasi-totalité de ce programme est consacrée aux écoles de notre commune. Vous le voyez d'ailleurs régulièrement sur l'école des Alouettes. Bien sûr, on s'inscrit dans des programmes pluriannuels, mais nous essayons de les tenir. Et nous aurons cette année une attention particulière sur l'école Louis Lumière, sur laquelle, là encore, nous avions engagé un programme pluriannuel. Enfin, n'oublions pas la concession d'aménagement sur le secteur brebis. Nous avons délibéré en fin d'année dernière sur les comptes rendus d'activité de ces concessions d'aménagement. Et bien là encore, nous aurons une participation de 60 000 € sur les brebis. Par contre, il n'y a pas de participation, vous le savez bien, sur les autres opérations. Voilà donc brièvement, mes chers collègues, présenté les grands éléments de ce rapport d'orientation budgétaire, mais le document, j'insiste, le document qui vous a été transmis est bien plus détaillé et je vous invite véritablement à en prendre connaissance. Je ne reviens pas sur toutes les incertitudes qui pèsent effectivement sur ce budget. On a connu les incertitudes sanitaires, espérant qu'on ne les connaisse plus. Bien maintenant, toutes les incertitudes concernant les conséquences économiques, non seulement de la crise sanitaire, mais aussi du contexte international que nous connaissons depuis ces dernières semaines. Bien sûr, je n'insisterai pas à nouveau sur, ce partenariat avec l'État, qui est malheureusement de plus en plus contraint et de plus en plus difficile. Vous savez bien, l'État cherche à faire des économies, un peu moins du fait de la crise sanitaire, mais en le répercutant beaucoup sur ses ministères régaliens, mais aussi sur les collectivités locales. Nous sommes en difficulté, et pour autant, nous essaierons de maintenir nos efforts, notamment en matière de services publics à nos concitoyens. Vous le savez bien, c'est un engagement politique important de la majorité municipale. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de maintenir notre offre de services et de poursuivre ces grands chantiers, ces grands travaux sur cet exercice 2022. Voilà mes chers collègues, nous en sommes à ce jour de cette phase d'élaboration du budget primitif. Je peux vous dire que nos services sont au travail avec leurs élus référents. Les propositions sont en train de nous remonter, de me remonter sur les propositions, notamment en matière d'investissement. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible, mais tout en étant synthétique. Ce n'est pas l'exercice le plus facile que de vous relater ce rapport d'orientation budgétaire. Avez-vous des questions ou des remarques? Je vous ai assommé avec ce long monologue concernant le débat d'orientation budgétaire. La responsable de groupe, non? Pas spécialement? Non, pas spécialement. Monsieur Robillard, je vous en prie. Merci, monsieur Mion. Bon, encore une fois, une orientation budgétaire que notre première édite nous a présentée quand même de manière assez détaillée, où il y a peu de réflexion et peu de débat à avoir. Simplement rappeler qu'on est toujours face à un maire qui tient bien les deniers. Vous l'avez vu, c'est important de le rappeler au niveau de notre population, au niveau des Bulligeoises et des Bulligeois.
Un désendettement en 4 années et demie, c'est très peu. Et vous l'avez vu, un encours de la dette qui représente 500 € par habitant, on est 2 fois moins élevé qu'une strate normale. Et puis surtout, rappelez aussi les efforts que l'on demande quotidiennement à nos services qui sont porteurs de projets, à savoir la recherche constante de subventions ou de fonds de concours afin de mobiliser un maximum les partenaires. Parce que M. le maire l'a rappelé, les dotations sont de moins en moins présentes, mais on demande souvent, c'est souvent les services techniques, on les en remercie, c'est de rechercher les partenaires financiers pour qu'on puisse mener à bien les projets. Et puis le dernier point, M. le maire l'a évoqué, c'est Caroline la pilote. Les Villageois et les Villageoises peuvent être assurés, on est à leur côté, le centre nautique, la piscine plus modestement appelée, est lancé. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup. Et comme le disait Jérémy, merci à nos services, parce que tout ce travail, il est dû à l'engagement de nos services, de notre direction des services, de notre DGS, et puis tous nos responsables de pôle, tous nos agents qui au quotidien permettent de tenir cette rigueur budgétaire, mais il faut bien avouer quand même que ça devient difficile pour nos équipes de faire toujours plus, peut-être toujours mieux, avec des moyens financiers qui sont de plus en plus contraints. Mes chers collègues, il vous est demandé donc formellement de constater, de prendre acte du fait que nous avons tenu ce débat d'orientation budgétaire sur la base du rapport qui vous a été transmis. Donc j'imagine que oui, c'est du pur formalisme, mais pour autant nous sommes tenus d'approuver cette délibération. C'est d'accord donc pour tout le monde? Très bien, je vous en remercie. Nous passons au point numéro 2 de ce chapitre 3, avec la proposition de la création d'un emploi permanent à temps non complet, donc 30 heures par semaine, d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles, puisqu'en l'occurrence, comme la délibération vous le précise, il vous est proposé de faire évoluer notre tableau des effectifs pour permettre à un agent de bénéficier de l'obtention de son nouveau grade. En l'occurrence, agent technique spécialisé des écoles maternelles, principal de 2e classe. Comme il est inscrit, nous sommes tenus de le faire. Est-ce que c'est d'accord? Oui. C'est bon pour tout le monde, les responsables de groupe? C'est vrai. Très bien. Donc nous procéderons à sa création et nous lui octroierons bien évidemment des avantages inhérents au personnel de notre collectivité. Au point numéro 3, cette fois, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le recrutement d'un élève stagiaire au sein du cabinet, qui sera plus particulièrement rattaché à la mission Petite Ville de demain, ce qui nous permettra notamment de lui confier la rédaction du diagnostic territorial, alors qui va conditionner l'ORT. En gros, c'est le contrat que nous allons signer avec l'EPCI et avec l'État. Donc il sera chargé, ou elle sera chargée, de la corrédaction de ce diagnostic, ainsi que de la réalisation d'une enquête auprès des ménages, parce que là encore, il est important de connaître les besoins et les habitudes de consommation de nos concitoyens. Alors, évidemment, on n'échappe pas aux tendances nationales, on le sait bien, mais pour autant, on va essayer de faire un focus plus particulier sur notre commune pour, là encore, mieux accompagner des éventuels porteurs de projets. J'en profite pour vous préciser, parce qu'on l'a fait de façon très succincte en première commission, on va organiser une réunion de toutes les commissions, donc globalement du conseil municipal, mais ce ne sera pas une séance en tant que telle, pour vous présenter les premiers éléments de notre stratégie PVD, et puis le dispositif Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, que nous avons officiellement lancé ce matin, en réunissant les acteurs locaux et territoriaux. Mais rassurez-vous, on aura l'occasion de vous présenter tout ça ultérieurement. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Donc la durée vous est précisée 12 semaines avec une rémunération légale sur un montant horaire de 3,90 €. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Très bien, je vous en remercie. Nous passons au point suivant, c'est notre collègue Caroline Louba qui vous le présente. Merci Monsieur le maire. Donc cette année marque le retour de notre grande course colorée, donc la Caméléon, qui se déroulera le 14 mai, le samedi 14 mai 2022, donc sur le Terri du 2. Donc pour rappel, c'est une course ludique pour les enfants et les adultes, pendant laquelle nous jetons de la poudre colorée sur les participants tout au long du parcours. À la fin de la course, nous organisons une boum avec toujours des jets de poudre et une musique entraînante. Donc cette année, comme d'habitude, nous vous proposons 3 parcours, un parcours de 1 km, un parcours de 2,5 km et un parcours de 5 km.
Nous fournissons les t-shirts blancs, les lunettes et un sachet de poudre donc à chaque participant. Ce matériel ayant un coût, nous demandons donc une participation financière pour nos coureurs, donc qui se monte à 1 € pour les enfants de moins de 18 ans et 3 € pour les adultes. Donc cet encaissement sera géré par la régie de l'espace jeunesse à partir du 18 avril et jusqu'au 13 mai 2022 inclus. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle, c'est un bon moment pour les participants. C'est un moment plein de joie auquel on avait déjà participé les années précédentes. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Oui, d'accord sur le principe? Oui. Très bien, je vous en remercie. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter ce rendez-vous sur vos tablettes. D'accord? On n'est pas en costume cravate ce jour-là. On passe au point, la thématique suivante, la ville durable. C'est notre collègue Pascal Foucard qui devait rapporter cette délibération. Mais du fait de son absence, eh bien, je vais vous la présenter. En fait, pour celles et ceux qui étaient présents avec nous sous le précédent mandat, nous renouvelons en fait notre adhésion au groupement de commandes qui est géré et piloté par la communauté d'agglomération pour tout ce qui est bien détection, géolocalisation et géoréférencement des ouvrages et des réseaux, parce que c'est une obligation pour les collectivités, notamment pour éviter et limiter du moins tout risque d'incidents. Donc nous avions déjà participé au premier groupement de commandes. Nous avions d'ailleurs réalisé la détection dans la commune, ce qui avait d'ailleurs représenté une dépense de l'ordre de 80 000 €. Donc vous voyez, c'est quand même des choses assez lourdes, ce qui fait qu'on a tout intérêt à mutualiser, à négocier les conditions tarifaires au niveau de l'agglomération. Et donc là, il nous est proposé en l'occurrence de renouveler notre adhésion à ce groupement de commandes. Alors le travail a été fait chez nous, mais nous pourrions éventuellement avoir des besoins complémentaires, notamment sur de nouvelles opérations, habitat ou autres, ou d'aménagement. Et c'est pour cette raison que nous vous proposons de renouveler notre adhésion à ce groupement de commandes. Toutes les modalités vous sont décrites dans la convention que je serai amené à signer avec la communauté d'agglomération si vous m'y autorisez. Est-ce que c'est d'accord? Oui, c'est bien. Un responsable du groupe également? Oui. Très bien, je vous en remercie. On passe, mes chers collègues, on va passer à la délibération que vous m'avez autorisé à rajouter. Je vais laisser notre collègue Nathalie Blanquet vous la présenter. C'est le dispositif panier. Merci, monsieur le maire. Le dispositif panier, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un projet novateur. Chaque lettre dans le mot panier a un sens qui veut dire pour l'accès à une nourriture inclusive, écologique, régionale et solidaire. Mais ça a surtout une garantie pour la santé dans l'assiette pour tous. Et c'est vraiment la clé de voûte en fait de ce dispositif. Le dispositif est donc né d'un partenariat avec le réseau d'abord AMAP, qui est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne dans les Hauts-de-France, et surtout le réseau Cocagne. Ce dispositif est donc a été créé surtout pour lever les freins à l'alimentation durable et permettre la distribution de paniers bio, de fruits et de légumes à moindre coût. Mais surtout, en plus, d'accompagner les usagers dans un mieux vivre alimentaire et mettre également la santé dans leur assiette. Donc la prise en charge financière est répartie entre la politique de la ville, la CAL, les villes partenaires et la Fondation Panier. 10 familles bulligeoises en quartier prioritaire pourront bénéficier cette année de ce dispositif. On démarre petit pour, au fur et à mesure que les années passeront, expérimenter, la continuité de ce beau projet. On préfère démarrer, avec un nombre minimum et être sûr de l'accompagnement et de l'engagement de chaque famille. Donc les paniers seront dans un premier temps distribués tous les 15 jours à la bergerie, à compter du 15 mars. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Le prix du panier au départ est de 10 €. La CAL participe à hauteur de 50%, donc finance 5 €. La part communale, elle, est de 25%, soit 2,50 €. Le reste à charge pour les familles sera donc de 2,50 € le panier. Donc, je vous invite à délibérer sur le principe de la mise en œuvre de ce projet novateur et d'autoriser donc monsieur le maire à signer cette charte le 21 mars au Louvre-Lens. C'est une belle initiative.
Avez-vous des questions, mes chers collègues, ou des remarques? Est-ce que c'est d'accord pour vous sur le principe? Oui, je pense, hein, effectivement, comme le précisait Nathalie. Les responsables de groupe, les collègues, c'est bon? Très bien, je vous en remercie. C'est une belle initiative, espérons que ça, eh bien, que ça SM, que ça se développe. Merci beaucoup. Et comme ça, comme le disait Nathalie, nous pourrons officiellement signer la convention d'adhésion à ce dispositif. J'en arrive aux informations diverses. Notre collègue Martine Tchekalowski m'a chargé de vous faire un point sur l'attribution des bourses BAFA BAFD pour l'exercice 2022. Nous fonctionnons sur une enveloppe fixe. Nous sommes à peu près sur 3 400 € d'aide avec un cofinancement par la CAF à hauteur de 50%. Les demandes ont été bien sûr instruites par notre adjointe et par le service jeunesse, ce qui fait que 11 bénéficiaires pourront faire valoir leur droit à cette bourse. Nous leur attribuerons cette bourse avec la contrepartie étant des actions de bénévolat. La plupart des actions de bénévolat se dérouleront notamment dans le cadre des centres aérés, que ce soit sur les 3-6 ou les 6-13, mais aussi auprès de certaines associations, le handball, le accueil maman bébé ou le cours d'évolution rythmique. Donc nous poursuivons, vous voyez, ce dispositif. C'est quand même un coup de pouce apprécié par les jeunes et par leurs familles. Selon le coût d'un BAFA ou d'un BAFD n'est quand même pas neutre. Autre information concernant les voyages des aînés, là c'est notre collègue Ali Benfrage qui va vous les présenter. Merci Monsieur le maire. Donc c'est les voyages des aînés de 2022. Donc 2 voyages sont planifiés. Le premier voyage s'intitule Entre ciel et marée de la Coupole à Salpervik, dans la belle région audomaroise. Ce voyage comprend une séance de planétorium 3D, une visite libre des galeries souterraines de la Coupole à Elfaux, avec 2 parcours distincts. À midi, comme d'habitude, un repas dans l'auberge, en espérant qu'il fasse beau et que nos aînés puissent se restaurer à l'extérieur. L'après-midi, une visite des marées de Salpervik. La visite se fera en bateau. Le coût final est de 34,40 € par personne et la date prévue est le jeudi 9 juin. Le premier voyage. Le deuxième voyage au chapiteau à Lille. Certains personnels et certains élus sont allés voir le chapiteau avant. C'est un voyage qui comprend plusieurs parties. Un repas dansant et un spectacle paillettes et cirque. Chapiteau, c'est on dirait un cirque, mais c'est pas un cirque. Un départ un peu plus tard que d'habitude parce que c'est à Lille, donc c'est pas très loin de chez nous. Vers 10h30 à peu près. L'arrivée, l'installation sous chapiteau, apéritif et accueil. Entre 13h et 15h, un repas, chant et danse à la piste et accès à la piste. Ensuite, le spectacle. Un très beau spectacle, comme on peut voir sur les photos. Il y a des photos, voilà. Et des paillettes, mais aussi des spectacles de cirque, on va dire, où ça ressemble. Et ensuite, retour à la piste de danse et à la dernière partie du spectacle ensuite. Le coût par personne est de 33,41 € et la date prévue le jeudi 15 septembre. Possibilité pour le chapiteau de départ pour 2 bus. Donc, comme nos seniors ont bien apprécié et été satisfaits de 2 voyages de 2021 à Maroual et au Pasino, Monsieur le maire et la majorité municipale veillent à offrir les meilleurs services à nos seniors et les voyages en font partie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc encore de bons moments qui sont réservés à nos seniors. Ils le méritent bien, c'est évident. Vous le savez, nous avons une attention particulière vis-à-vis de nos seniors et on voit là encore progressivement l'activité sociale reprendre, c'est une bonne nouvelle.
Mes chers collègues, je n'ai pas d'autres informations diverses à vous communiquer. Je n'ai pas non plus été destinataire de questions diverses. Pour autant, je ne saurais bien évidemment lever la séance sans évoquer le contexte international qui nous inquiète toutes et tous. Depuis ces dernières semaines et depuis plus encore, l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe depuis le 24 février dernier. Je pense que nous avons tous conscience que c'est bel et bien une guerre que le président russe a engagée vis-à-vis de l'État ukrainien, un État souverain et indépendant depuis 1980, est aujourd'hui illégitimement attaqué par le régime russe en violation des principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies. Cette situation nous touche, toutes et tous, comme tout conflit armé où qu'il se passe. Car à chaque fois, nous le savons bien, ce sont des victimes, civiles et militaires, qui sont sacrifiées, qui payent le prix de la folie meurtrière de dirigeants belliqueux. Cette guerre nous inquiète, car elle se déroule aux portes de l'Europe, dans une zone stratégique qui, nous le savons là encore, peut enflammer l'Europe tout entière, comme nous l'enseigne l'histoire. Si les temps ont changé, il ne nous a pas échappé que les mécanismes politiques actionnés par les dirigeants russes sont les mêmes que ceux qui ont embrasé l'Europe et le monde il y a tout juste quelques décennies. Je veux ce soir par cette déclaration exprimer notre soutien aux familles des victimes civiles et militaires, exprimer le soutien de notre commune, même s'il est symbolique, au peuple ukrainien, à ces hommes et ces femmes, à ces enfants qui fuient, qui se réfugient dans les pays limitrophes, qui déploient de nombreux efforts pour les accueillir, et je pense que nous pouvons les saluer. Notre commune, mes chers collègues, prendra toute sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, comme nous le faisons déjà pour d'autres réfugiés. Du point de vue de la municipalité, il n'y a pas de bons et de mauvais migrants. Il y a des hommes et des femmes qui fuient la guerre pour survivre. Ne ferions-nous pas la même démarche à leur place? Notre commune sera solidaire de l'Ukraine. Je tiens à saluer la collecte qui a été lancée depuis ces derniers jours, collecte de matériel médical, collecte de produits d'hygiène, en lien avec la Fédération nationale des infirmiers, et à l'initiative de notre collègue Nathalie Blanquet, je vous informe que cette collecte sera étoffée à la Maison de la Solidarité avec la collecte de denrées non périssables et la collecte de vêtements et de matériel. C'est certainement bien modeste, mes chers collègues, mais c'est également un message de soutien que nous adressons au peuple ukrainien. Je n'oublie pas le peuple russe, que je pense entraîné contre son gré dans cette guerre absurde par ses dirigeants. Des dirigeants, souvenons-nous-en, que des responsables politiques de notre pays, candidats à l'élection présidentielle, citaient en exemple il y a encore peu. Oui, je me souviens de leurs propos qui louaient sa politique, son patriotisme, alors qu'il s'agissait bien, nous le savions, de nationalisme, autant dire un tout autre projet politique. J'espère comme vous que la raison l'emportera le plus vite possible dans l'intérêt de tous. L'humanité a bien d'autres défis à relever en ce moment que d'affronter un conflit européen, voire un conflit mondial. Notre planète se meurt. Consacrons toute notre humanité à cette cause universaliste qui doit nous rassembler toutes et tous. Merci, mes chers collègues. La séance est levée. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis en visio.